Bonjour Louis Vialet. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie, on vous a invité, que vous avez répondu à une interview et en la lisant avec Juliette Briens, on a presque découvert l'Atlantide. Enfin, j'exagère, mais on a découvert une histoire incroyable. Je vais essayer de résumer. C'est l'histoire de 4 geeks français spécialistes de Bitcoin qui se rendent à l'invitation d'un dictateur africain, Faustin Archange, je porte mal son nom, Touadéra. Qui est le président de la Centrafrique. Et que vont faire ces 4 start-upers? Vendre à ce pays d'Afrique équatoriale le remplacement de sa monnaie franc CFA par des bitcoins. Et vous nous expliquez que derrière cet innocent voyage d'affaires, il faut voir un very Poutine trip d'où il ressort que la Russie veut éjecter la France de Centrafrique en imposant le bitcoin. Mais d'abord, rappelez-nous ce que sont les bitcoins. Alors, les bitcoins sont des crypto-monnaies. Pour certains, ce sont seulement des actifs qu'on s'échange, puisqu'ils ont une valeur extrêmement volatile. Bon, l'espèce, vous pouvez vous en servir comme moyen de paiement. C'est un moyen de paiement finalement qui est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune banque centrale qui est derrière. Vos transactions ne peuvent pas être empêchées, elles ne peuvent pas être taxées. Elles sont d'individu à individu et surtout, elles sont intraçables. C'est-à-dire que le code de ces bitcoins est en open source. Mais c'est-à-dire que les adresses peuvent être connues de tous, mais on ne sait pas à qui rapporter les adresses. C'est le pseudonymat. Si vous avez un bitcoin et que vous l'échangez avec Madame Briens, eh ben on va savoir le montant que vous avez échangé, mais on ne sait pas que c'est vous. Et il se trouve que cette monnaie a été inventée, créée en 2009, après vous savez la crise financière de 2008, par un peu des idéologues qui voulaient se passer libertariens, c'est ça, des gens qui ne voulaient pas de l'État. Qui voulaient se passer des intermédiaires, ce qu'ils appellent les intermédiaires, les banques et les États, en ayant vu finalement que la création monétaire était tellement facile et pouvait mener à tellement de bulles spéculatives. On se souvient donc que la crise de 2008, c'est l'éclatement d'une bulle, mais les banques ont été soumises depuis à des règles prudentielles. Il y a des fonds propres maintenant qui doivent garantir les échanges entre banques. Et donc, un certain nombre de geeks, on va dire ça comme ça, de programmeurs, se sont mis à inventer cette crypto-monnaie qui donc ne dépend de personne et qui passe à travers une technologie qu'on appelle la blockchain. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a à l'origine, l'État, ça fait partie des prérogatives de l'État de battre monnaie, donc d'authentifier la monnaie. Absolument. C'est une des prérogatives. Et la monnaie vaut quelque chose parce que l'État la cautionne, directement ou indirectement. Et là, la Bitcoin, ce que vous nous expliquez, c'est que ça ne dépend plus d'un État. D'où ma question. Pourquoi le Centrafrique est un État, jusqu'à preuve du contraire, a besoin de Bitcoin? Alors, plusieurs choses. On veut remplacer sa monnaie par un Bitcoin. Alors, c'est pas, si je peux me permettre, Guillaume, c'est pas tout à fait ça, c'est l'idée d'avoir 2 monnaies pour l'instant. Il ne s'agit pas que le Bitcoin remplace complètement le franc CFA. Pas tout de suite. Pas tout de suite, ou en tout cas à l'avenir peut-être, on ne sait pas quels sont exactement leurs plans. En tout cas, il peut perturber l'ordre financier et monétaire dans lequel est la Centrafrique. On rappelle, la Centrafrique, c'est un État... Attendez, ça c'est votre interprétation qui peut perturber, mais du point de vue centrafricain... Non, c'est l'interprétation du FMI, c'est le point de vue des autorités monétaires africaines locales. Donc, mais pas du président de la Centrafrique qui a fait appel à des spécialistes pour installer la Bitcoin. Alors, le président de la Centrafrique, il a son point de vue, mais les autorités légales monétaires ont le leur. On peut se penser que son point de vue est dicté par une forme d'envie politicienne ou de séduction, notamment vis-à-vis des Russes. Alors, une petite chose, la Centrafrique est dans le franc CFA. La Centrafrique, c'est le laboratoire du néocolonialisme russe en Afrique. C'est le premier pays dans lequel les Russes se sont installés en 2018, en essayant de bouter donc les Français qui protégeaient le régime. Mais il se trouve que la France-Afrique donc n'a plus de militaires français sur son sol. Donc l'opération Sangaris c'est parti. En revanche, la Centrafrique bénéficie toujours du franc CFA, qui est donc la monnaie d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne, que la France garantit à travers des règles européennes. Il y a une surveillance des institutions européennes. Et bon, qu'il n'y a pas de vol, c'est une monnaie qui a énormément changé en 60 ans, on pourra y revenir. Mais c'est la monnaie la plus stable du continent africain. Alors, je dois dire que vous avez consacré un très bon livre qui s'appelle à ce sujet du CFA, très important, la fin du franc CFA. Et vous nous expliquez, c'est intéressant, qu'il y a un lien entre le fait qu'il y ait une monnaie française ou parrainée par la France et le fait aussi qu'il y ait des militaires français sur place et que finalement la France est une sorte de garant, on peut dire, de la stabilité de ce pays et d'autres pays qui sont dans le bloc CFA. Le franc CFA, c'est une ceinture de sécurité financière. C'est-à-dire que vous avez les pays qui sont dans le franc CFA, on va faire simple. D'une part, est-ce que c'est une monnaie néocoloniale? Les pays qui sont dans le franc CFA ont le choix d'en sortir ou d'y rester. Le Mali en est sorti pendant 22 ans, il est revenu la queue entre les jambes à cause de pourtant, le Mali a l'air d'être assez en froid avec le Mali nous a viré, on peut dire ça comme ça, de son territoire militairement, mais a gardé le franc CFA. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie stable. Madagascar a quitté le franc CFA, monnaie inconvertible. La Guinée-Conakry a quitté le franc CFA, monnaie inconvertible. Et les pays qui restent dedans savent très bien que c'est une monnaie qui attire
les investisseurs. C'est une monnaie qui maîtrise un peu plus l'inflation. Il y a toujours de l'inflation importée, mais pas d'inflation d'origine monétaire. Donc le débat sur le néocolonialisme, c'est un très vieux débat. C'est un débat que je laisse à Kémy Séba. Alors, le Bitcoin en tant que monnaie officielle, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans un pays comme la Centrafrique, qui, je pense, déjà doit faire encore énormément d'efforts en matière de couverture d'Internet et même d'électricité, est-ce qu'on peut imaginer que la population va se mettre à utiliser le Bitcoin? Ils n'ont même pas l'électricité. Alors, vous avez déjà votre réponse à travers l'exemple du Salvador, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie co-officielle avec le dollar l'an dernier. Qui s'en mord les doigts, oui et non, puisque le président qui avait acheté avec le budget de l'État plus de 1200 bitcoins, peut-être un peu plus, ce qui représentait quelques centaines de millions de dollars, eh bien au moment de la chute du bitcoin, qui a eu lieu avec la chute des valeurs tech le mois dernier, puis il y a aussi une longue chute depuis 6 mois, eh bien celui-ci, voyant les valeurs baisser, en a racheté. Donc c'est l'économie casino, elle ne profite pas au peuple. On a des sondages qui montrent que les habitants du Salvador sont complètement désintéressés de cette monnaie, ne l'utilisent pas. Puis c'est une monnaie, vous l'avez dit, qui demande évidemment soit Internet, soit de l'électricité pour pouvoir faire nos échanges. Si vous avez votre téléphone portable et qu'on n'a même pas besoin d'Internet, mais en tout cas on a besoin de recharger notre téléphone et qu'on vous doit s'envoyer des bitcoins et s'acheter des choses avec ça, il se trouve que les gens du Salvador ne l'utilisent pas. C'est une monnaie pour millionnaires, c'est une monnaie pour la spéculation. C'est une monnaie extrêmement dangereuse puisque quand vous en avez acheté beaucoup et que cette monnaie chute, ce qui s'est passé récemment. Ce qui s'est passé récemment avec la chute du Nasdaq et des valeurs tech au Nasdaq, on voit bien que le Bitcoin n'est pas une valeur stable, c'est une valeur extrêmement volatile. Alors pour des pays comme le Salvador, l'idée c'est qu'ils avaient déjà une économie extrêmement instable et ils ont adopté une monnaie instable, mais peut-être moins que leur économie, c'était leur pari. En revanche, on revient sur l'exemple de la Centrafrique, ils ont la monnaie la plus stable du continent africain. Elle a bougé 2 fois en 60 ans, cette monnaie. Pendant la crise du Covid, avec le contre-choc pétrolier, la monnaie n'a pas bougé. Tous les autres monnaies matières premières ont complètement dévissé. Pas la monnaie de la Centrafrique, qui est aussi le franc CFA. Pour terminer, Louviala, expliquez-nous pourquoi finalement la Russie et peut-être Wagner, qui est le faux nez militaire de Poutine sur place, ont besoin d'installer les bitcoins sur place. Alors, vous vous souvenez, au début de la guerre en Ukraine, l'Occident, on va dire ça comme ça, a mis des sanctions contre la Russie. Il s'agissait pour la Russie de ne plus utiliser le dollar pour échanger son gaz et son pétrole. Je trouve que le dollar, c'est la monnaie matière première, c'est la monnaie de référence des paiements internationaux pour les matières premières. Maintenant, vous avez bien noté que la Russie est présente sous plusieurs formes en Afrique. Elle est présente officiellement, notamment avec ses accords avec l'Algérie. Elle est présente officieusement à travers Wagner et son parrain, qui est un oligarque qui s'appelle Prigojine. Maintenant, Wagner fonctionne comment? Si vous êtes un pays africain, vous allez avoir la sécurité de Wagner, mais en échange, vous me donnez le contrôle sur vos mines. Pour ça, il va falloir payer. Si vous ne pouvez plus payer en dollars, on va payer en bitcoin. Et ça, ce sera intraçable. Et la boucle est bouclée. Merci infiniment, c'était très clair. Merci Louviana. Je rappelle que vous travaillez au sein de l'agence publique, entre parenthèses S, et que votre dernier livre s'intitule Après la paix. Nous y sommes. Nous y sommes, aux éditions VA.